Alors bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire spécial sur la Corse avec comme invité spécial Nicolas Barthélémy, skipper chevronné qui a parcouru la Corse de long en large et en travers, donc qui va nous donner tous ses conseils. Et webinaire également organisé avec le partenariat de Voile Magazine et François-Xavier de Crécy et Damien Biden. Merci beaucoup pour votre présence pour cette table ronde autour de la Corse. Et puis merci Marine de Globeseller pour cette organisation rondement menée. Donc je suis Olivier Albahari, le gérant de Globeseller. On est une agence spécialisée dans la location de bateaux et la vente de croisières, privatisées avec ou sans skipper. Et donc, on organise depuis le début du Covid un certain nombre de webinaires sur des thématiques bien précises. Et aujourd'hui, sur la Corse, pour information, ce webinaire sera diffusé en replay sur notre chaîne YouTube. Vous y trouverez également un super webinaire qu'on a également organisé avec François-Xavier et Wall Magazine sur les manœuvres de port. Et puis un autre webinaire sur la navigation sur la Côte d'Azur avec Jean-Pierre Dick, un autre webinaire sur comment réussir sa croisière. Enfin voilà, plein de vidéos qu'on a pu faire pour vous aider à bien préparer votre croisière et bien naviguer. Voilà, donc aujourd'hui, merci Nicolas, FX et Damien et Marine pour ce webinaire sur la Corse. Vous êtes très très nombreux cet été à avoir loué un bateau pour naviguer en Corse. Il n'y a absolument plus du tout de disponibilité là sur juillet-août. Donc pour les retardataires, si vous souhaitez louer un bateau et naviguer, ce sera plutôt pour septembre. Malheureusement, il n'y a pas du tout assez d'offres et de bateaux disponibles par rapport à la demande. Bon, tant mieux, l'activité reprend bien suite au Covid et on espère que vous passerez tous un bel été. Donc, je vais laisser la parole à Nicolas peut-être pour te présenter et puis merci à vous tous, merci de vous être connectés, de participer à ce webinaire. À tout de suite. Je dis juste un petit mot avant Nicolas, juste par rapport aux questions. Donc, comme je l'ai dit avant, mais je le redis maintenant, vous avez un onglet Q&R en bas pour poser vos questions. Et on essaiera d'y répondre sûrement au cours de la présentation, vu que c'est une table ronde. Et puis voilà. Et si les questions sont un peu pas hors sujet, mais on y répondra à la fin. En tout cas, toutes les questions seront répondues. Et vous avez également l'onglet Converser en bas pour pouvoir discuter également avec nous. Donc voilà, je te laisse la parole, Nicolas. Voilà. Bonjour donc à tous, bonjour à tout le monde et puis merci pour votre participation. Donc, je travaille comme skipper, comme coach plaisance depuis bientôt une trentaine d'années et j'ai eu la chance de vivre mes premières expériences de navigateur adolescent en fait. Et ma première traversée, justement, je l'ai faite sur la Corse. Donc, gamin, j'étais invité par les parents de clubs de voile, etc., à venir donner du renfort sur les voiliers comme matelot. Et donc, ma première traversée, ma première vision que j'ai eue devant les traves, ça a été la Corse, justement. Donc, Calvi, Girolate, etc., dont on parlait 14-15 ans. Et puis ensuite, vers 17 ans, j'ai eu fait mon premier convoyage professionnel pour amener un voilier avec son propriétaire à Massinaggio. Bon, la Corse, ça revient dans mon histoire. Ensuite, j'ai travaillé dans une école qui était très connue à l'époque, les guides de haute mer, qui était une école très réputée. Et donc là, on faisait la navette toutes les semaines entre Antibes et Calvi. Donc, on partait le samedi vers 18h pour traverser de nuit avec des débutants complets. Et donc, c'était le concept de l'école à l'époque, hein, donc le contact direct avec le large. Et puis ensuite, on faisait une balade entre Calvi, Girolate, et puis on revenait ensuite en fin de semaine à Antibes. Donc ça, j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Donc là, les traversées, évidemment, j'en ai fait un paquet. Et puis ensuite, pendant 10 ans, au sein de l'école qui est connue maintenant, la Massif, centre de voile, avec aussi les régates, Tour de Corse, etc., etc. Enfin, bon, voilà. Donc maintenant, j'ai un peu plus de 45 ans, donc ça va faire un peu plus de 30 ans que je pratique la Corse. Et elle n'a pas trop changé. Elle n'a pas trop changé, hein. C'est vrai que les Corses là-dessus sont assez forts pour préserver leur île. Et à part la réglementation qui a évolué au fil des années, notamment pour la réserve de Scandola d'ailleurs, sinon les paysages sont restés vierges, quoi. Et je dirais que trouver une côte comme ça,
sauvage et vierge de construction, d'urbanisation ou quoi, ça va être difficile en Méditerranée finalement de trouver un endroit aussi vaste et aussi vierge. Voilà. C'est pour ça que ça reste une expérience parfaite, je dirais, pour un marin, un plaisancier. Et donc, on disait ça tout à l'heure avec François. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir ça à portée d'étrave, finalement. C'est pas si loin que ça. Hein. Voilà. Merci, Nicolas. OK. FX, un petit mot? Oui, bah non, mais très rapidement, je rebondis sur ce que disait Nicolas. C'est vrai que c'est une chance incroyable d'avoir la Corse. Déjà, d'avoir le littoral qu'on a en France entre Bretagne Nord, Bretagne Sud, Charente, Côte d'Azur, Corse. Mais c'est vraiment un joyeux, c'est un spot de croisière au niveau mondial qui est exceptionnel, quoi. Donc, sachons en profiter, tout en la respectant, bien sûr. Et en fait, l'idée de ce webinaire, qui venait de vous, nos amis de Globe Sailor, on a rebondi dessus avec d'autant plus de plaisir qu'on prépare un numéro spécial Corse, le prochain numéro qui va sortir en kiosque, je crois, le 13 juillet. Donc, voilà, avec cette couverture pour vous donner un avant-goût. Vous voyez, ça sort de l'imprimante, c'est une version de travail, mais on travaille sur quelque chose comme ça. Donc ça, c'est on l'avait dit. Si vous avez la chance, comme sur la présentation de Nicolas. Donc voilà, on a trouvé que c'était malin de faire ça ensemble, d'autant que Damien rentre tout juste de Corse, où il a, pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure, il racontait sa traversée et sa croisière sur la côte ouest. Ouais, tout à fait. On a décidé d'y aller en bateau, parce que découvrir une île depuis la mer, c'est souvent assez magique. Et bah, ça l'a été, il n'y a pas de doute. La traversée s'est très bien passée, en partie au moteur. C'est assez classique, mais ça, Nicolas vous en parlera. Et pour arriver en fin de matinée dans un endroit en effet paradisiaque, j'ai pas mal navigué. J'étais jamais allé en Corse. C'est vrai que ça coche quand même toutes les cases, et pourtant j'ai fait une toute petite partie du littoral corse, et à chaque fois, on fait 10 000 et le paysage change pour offrir là des falaises rouges, juste après une baie avec une jolie plage, un peu plus loin une île déchiquetée avec un maquis verdoyant. C'est une géologie incroyable. Une géologie incroyable. C'est vraiment, et je ne vous parle pas de ce qu'on voit sous l'eau, parce que les fonds sont préservés. Merci sans doute au travail fait sur la réserve de Scandola. Et ce que disait Nicolas est vrai. La côte est peu construite, quoi. Alors, évidemment, quand on arrive dans le golfe d'Ajaccio, c'est autre chose, mais et encore, quoi. C'est la ville, certes, mais tout le reste, c'est du maquis, c'est magnifique. Eh bien, ça nous donne l'eau à la bouche. C'est parti, on va lancer la présentation. Et du coup, Nicolas, on te donne la parole et on va commencer par un petit topo sur la traversée, justement. Voilà, donc la traversée, donc là, c'était les présentations. Voilà. Donc, déjà, donc, au niveau du programme, donc, on va voir la présentation donc, de la traversée avec les différents scénarios météo. Ensuite, on va parler de la traversée en fonction de ces scénarios-là et de comment on peut gérer sa stratégie. Les mesures sanitaires actuelles liées au Covid spécifiques à la Corse. Et puis ensuite, en fonction de la zone dans laquelle on va évoluer, deux propositions d'itinéraire, donc plutôt le nord ou plutôt le sud. Voilà. Et puis à la fin, donc, les questions qui, j'espère, seront nombreuses. Voilà, donc la traversée, ça reste une traversée, bon, évidemment, où on ne voit plus la côte, hein, on perd la côte de vue, donc c'est quand même, pour ceux qui ont l'habitude, il n'y a pas de problème, mais pour ceux qui démarrent ce genre d'expérience, ça reste une expérience pas anodine, puisqu'on va quitter la terre de vue et on va se retrouver un peu dans la peau d'un marin qui va découvrir une île au bout de l'étrave. Donc, pour moi, c'est une expérience qui est incontournable dans la vie d'un plaisancier et d'un marin, puisque la vocation, normalement, c'est d'aller faire des découvertes. Hein. Donc, la Corse, elle se mérite, même si elle n'est pas si loin que ça, elle se mérite quand même.
Il ne faut pas penser que c'est une traversée qui va être forcément facile. Alors, je ne veux pas non plus vous faire peur, évidemment, mais il va bien falloir analyser sa météo. Et pour ça, c'est vrai que maintenant, de nos jours, on a des outils formidables qui permettent vraiment de savoir exactement à quelle sauce on va être mangé. Donc, on va voir ça après. Sinon, la traversée, il y a, on va dire, deux grands parcours classiques. Soit on va partir plutôt, on va dire, du côté de Cannes pour faire une traversée qui est relativement courte. Hein, c'est la partie la plus courte, en fait, entre le cap d'Antibes. Donc ici, on voit Cannes et la pointe de la Révélate, qui est à Calvi. Donc c'est la partie la plus courte. Ça représente 92 000 exactement. Donc, disons qu'à une moyenne de 6 nœuds, il va falloir compter environ une quinzaine d'heures de traversée. 15 heures de traversée, c'est, on va dire, un tiers où on va quitter la côte, hein, puisque pendant les 5 premières heures, on va être en contact encore visuel avec la côte. 5 heures où on est au milieu, on ne voit rien. Et puis les 5 dernières heures où on commence à peut-être pouvoir voir la Corse potentiellement. Ça m'est arrivé, moi, des fois, de voir en plein milieu de la traversée les deux à la fois. D'un côté, on voit le continent et de l'autre côté, on voit la Corse. Assez magique comme vision. Voilà, donc ça, c'est la partie la plus courte. Sinon, plus classique, on va partir des îles de Porquerolles, hein, puisque même si on vient depuis le golfe du Lion, de toute manière, Porquerolles sera sur le chemin de la Corse. Donc, en général, on fait une navigation côtière, soit en partant de Marseille ou de Toulon, qui consiste à rejoindre Porquerolles ou Porquerolles aussi. Hein, ça peut être un bon point d'arrêt pour ensuite appareiller vers Calvi, soit vers Ajaccio, soit vers la réserve de Scandola. Mais grosso modo, ça va faire à peu près la même distance. Tout ça, ça va représenter environ 120 000. Donc là, 120 000, il va falloir compter une vingtaine d'heures, peut-être plus, 24, hein, si selon Éole. Voilà. Donc, ce type de traversée se prépare comme toute traversée, et c'est la météo qui, selon moi, va être prépondérante en fonction des scénarios. Eh bien, soit on va carrément renoncer à faire la traversée, soit on va prévoir de faire une traversée essentiellement au moteur, ou alors on va avoir des conditions météo qui vont être parfaites. Alors, si je résume un peu, finalement, on aura quatre scénarios possibles. Hein. Le premier, celui qu'on espère tous lorsqu'on est en croisière et plutôt novice l'été, c'est ce qu'on appelle le marée barométrique, c'est-à-dire qu'en fait, on a une situation anticyclonique sur tout le bassin avec très, très peu de vent. Donc ça, on va l'avoir ici, voilà. Donc, lorsqu'on utilise les outils météo du style Windy, on va aller regarder ces fichiers GRIB et on va s'apercevoir que tout le bassin, comme ça, est quasiment sans vent. Hein. En général, dans ces cas-là, on a du vent plutôt thermique dans la bande des 20 000 de la côte. Donc, au départ, on peut avoir des petits thermiques. Et puis après, toute la traversée va se faire au moteur, ou alors il va falloir compter 2-3 jours de traversée, hein, si on veut faire tout à la voile. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, le scénario le plus facile, le plus simple et le plus idéal quand on est novice. Et est-ce que c'est le scénario le plus courant en été ou pas? Alors, entre le 15 juillet et le 15 août, oui, je dirais que oui, en général, on a quand même de grandes chances d'avoir un marée barométrique sur tout le bassin méditerranéen. Mais jusqu'au 14-15 juillet, il y a quand même une probabilité d'avoir un scénario plus type Mistral. C'est pas impossible. Voilà. Et alors, je ne veux pas brûler les étapes, mais est-ce que ça peut générer des situations orageuses ou pas du tout? Alors, les situations orageuses, elles apparaissent plutôt logiquement, même si en ce moment, on voit bien que ce n'est pas le cas. Hein, en France, on a beaucoup d'orages. Mais normalement, les situations orageuses, elles arrivent plutôt à partir du 15 août, lorsque le bassin a beaucoup chauffé. En fait, hein, donc la mer est montée en température. On peut avoir de l'eau jusqu'à 25, 26, 27 degrés.
La Terre aussi est énormément chauffée. Et donc, si on a une petite arrivée d'air froid venant du nord sur le bassin qui, lui, est très chaud, ça crée des mouvements de convection, hein, donc le chaud et le froid, et donc ça crée des situations orageuses. Donc, les orages, c'est plutôt à partir du 15 août en général. Voilà. Il faut s'en méfier, là. Et est-ce que sur Windy, par exemple, ils sont suffisamment fiables, tu vois, pour anticiper les situations orageuses comme ça? Oui, alors tout Ouais. à fait. Donc ça, si vous voulez, je peux vous montrer Windy pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un outil, bon, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que Windy dans la vie, mais c'est une plateforme qui permet d'accéder à toutes les informations gratuitement, quasiment, hein, en plus. Et on va pouvoir regarder sa météo avec des fichiers qu'on appelle donc les fameux fichiers GRIB. Alors, j'essaye, moi, de faire ma manip pour ne pas être embêté. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez là, par exemple, là, actuellement, on est sur des modèles de prévision en bas à droite. Et ici, vous voyez sur ma souris. Donc là, par exemple, on est sur fichiers européens, ECM, qui sont des fichiers, je dirais, avec une échéance, on voit là, par exemple, sur 8 jours. Après, on a des fichiers américains. Donc là, pareil, sur 8 jours. On a un fichier allemand, le fichier Econ, qui lui va être réduit à 3 jours, 4 jours. Et puis ensuite, on peut aller sur des fichiers haute résolution, du type, par exemple, AROM, qui lui va aller seulement sur 48 heures. Donc, au plus le fichier a une échéance courte, au plus il va être avec une haute résolution et une haute précision et une grande finesse. Donc, c'est une histoire de maille. Hein. Donc, quand on veut avoir une météo fiable, eh bien, on va plutôt utiliser les fichiers AROM ou Icon, qui sont de haute résolution. Et quand on va avoir une vision plutôt à long terme sur son programme de la semaine, on va plutôt regarder les fichiers ECM européens ou GFS américains. Donc ça, c'est pour les informations liées au vent. Mais il y a aussi dans ces fichiers les informations liées aux vagues. Donc ça, c'est pour savoir si le mouillage va être abrité ou si la traversée va être sportive, hein, au niveau des vagues. Par exemple, on voit les prévisions de houle. Donc si par exemple je zoome ici, en ce moment, entre Corse et continent, on a par exemple une houle de 2,40 m avec une période de 6 secondes et qui vient du sud-ouest. Voilà. Ça, c'est pour la houle. On a les Tu nous avais dit températures. Oui. la dernière fois que du coup, la hauteur de vague peut être doublée par Oui, rapport à l'information mentionnée. C'est quand même tout à important de le fait. Hein. Quand préciser. on écoute un bulletin météo à Météo France, il le rappelle toujours en début de bulletin que le vent peut atteindre 20% de la moyenne localement. Donc, on peut avoir des rafales qui sont 20% plus fortes que la moyenne du vent qui est annoncée. Donc, si j'ai par exemple 20 nœuds, eh bien, il va falloir maintenant avoir 25 nœuds, voire peut-être 30 en rafale. Et concernant la hauteur des vagues, elles peuvent atteindre 2 fois la hauteur significative. Donc, si j'ai une houle de 2 mètres, ça veut dire que de temps en temps, je peux avoir une vague qui en fait 4. Donc, il faut toujours prendre avec des pincettes ces prévisions et toujours s'attendre à avoir un petit peu plus que ce que la prévision annonce. Est-ce Au niveau du… Oui. Est-ce qu'elle est payante, l'application Windy? On a une question. Alors, oui, alors il y a une option qui est payante et qui permet d'accéder à des fichiers AROM de encore plus haute résolution. Donc là, je crois qu'on est sur du 2 km de maille gratuite. Et ensuite, on a la version 1 km 300 qui est payante. Ça ne coûte pas bien cher, hein. C'est une histoire de 40 €, je crois, pour l'année. Personnellement, pour moi, le coût d'investissement. Et puis, après, il y a des fonctions aussi radar, hein, qui permettent d'avoir une vision. Pour répondre à la question de tout à l'heure, par exemple, pour les orages, on a un radar météo, par exemple, où on peut voir les foyers orageux. Voilà. Mais je crois que la version payante, justement, permet d'avoir un peu plus de précision quand même. Alors, je ne suis pas totalement spécialiste de Windy, mais puisqu'on parle de traversée, il faut rappeler aussi que c'est un outil de consultation qui fonctionne à condition qu'on soit à portée d'un réseau 4G, 3G ou Wi-Fi. Tout à fait. C'est une remarque très pertinente. Voilà.
Une fois, donc on va Oui, pouvoir préparer sa traversée, on va pouvoir oui, préparer ses mouillages quand on est le long des voilà, côtes, mais une fois en voilà. mer, on n'a aucun moyen de consulter, même ce qui a été Tout vu à fait. avant. Donc, en général, ce qui est bien, c'est d'avoir sa tablette et son smartphone, ou que son smartphone, mais enfin, une tablette, c'est quand même plus agréable à manipuler. Et tant qu'on est, on va dire, dans la bande des 6000 par rapport à la côte, on a du réseau 3G en général qui fonctionne plutôt pas mal et on accède à toutes ces informations. Tout à fait. Dès qu'on commence à être à 2-3 heures de navigation au large, bah, c'est fini, on perd le réseau. Et là, ben, on fait avec les fichiers qu'on a auparavant donc, consultés. Mais bon, sur une fenêtre météo de 24 heures comme ça, pour une traversée, on est très, très fiable en termes de prévision. Il n'y aura pas de modifications importantes. On peut être assez serein sur sa prévision. Voilà. Donc ça, c'était pour la météo. Donc, par exemple, actuellement, si on regarde le cas de figure qu'on a, par exemple, actuellement, ben, là, on pourrait se dire, ouais, génial, je vais tout faire au portant, je vais traverser vers la Corse avec un vent, bon, vous voyez, d'ouest, là, de 20 nœuds. Ah ouais. Bon, potentiellement, ici, j'ai peut-être 25, mais ça veut donc dire que dans les rafales, ben, j'en aurais peut-être 30, voire 35. Si je regarde les prévisions de houle, eh bien oui, donc j'aurai une houle de 1 mètre, voire 2 mètres, donc peut-être 3 mètres, 4 mètres par moment. Si on est aguerri, si on a vraiment l'habitude, c'est une traversée qui est carrément faisable hein, dans des conditions comme ça, même si ça peut être très, très rapide, hein, mais ça va être très sportif. Donc, moi, je dirais que dans un cadre familial, de plaisance, avec un équipage qui n'est pas forcément aguerri, qui n'est pas forcément amariné, ce n'est pas une situation qui est pour moi favorable pour faire une traversée. Moi, je temporiserai dans ces cas-là, j'attendrai un petit peu quand même que ça se calme, parce que ça risque d'être une traversée, je dirais, punition, hein, carrément, pour tout l'équipage, et qui risque d'être malade. Euh, et bon, on souhaite pas vivre cette expérience-là d'emblée pour commencer sa croisière. Donc, ben, on attend un petit peu hein, en continuant sa croisière, par exemple, en allant vers le Fort Brégançon, ici, ou vers le Cap Camara. On peut aller faire un tour vers Saint-Tropez. On peut pousser même jusqu'aux îles de l'Érins, vers D'ailleurs, Cannes. Oui. Olivier Boutaz nous précise que la côte varoise reste aussi assez sauvage dans ses commentaires. Tout à fait, tout à fait. Il y a des très très beaux coins très connus vers Saint-Raphaël, les îles d'Or. Donc c'est assez beau. Et puis en général, au plus on va aller vers le côté est du plan d'eau, au moins le vent d'ouest va être fort. Hein. Voilà. Donc après, on voit qu'au bout d'un moment, au bout de 24 heures, ben oui, effectivement, par exemple, on a le cas de figure, ben, on voit que ça se calme et on peut faire une traversée à ce moment-là plus sereine et plus raisonnable, je dirais. Voilà. Bon, la Méditerranée est capricieuse, donc des fois, ça se joue à 6 heures près hein, ou à 12 heures près. Voilà. Donc, ça, c'était pour le scénario Mistral, en fait, hein, donc, on vient de voir et qui est un scénario qui est actuellement en place. Donc, je ne conseillerais pas de commencer d'emblée par donc, une traversée avec un équipage novice et avec du Mistral. Voilà, donc si je Mais reviens... Oui. d'autant qu'il faut garder, il faut garder les idées claires après la traversée, après ces 20 heures de traversée, parce que sur la côte occidentale de la Corse, beaucoup de mouillages sont ouverts au vent d'ouest. Et donc, il va falloir Trouver un abri. trouver un abri. Et il n'est pas question, si on a des hésitations, d'avoir un équipage épuisé déjà par une traversée. Oui. C'est aussi important, Non, quoi. non, non. C'est à éviter, moi, je pense. Après, ceux qui ont l'habitude et qui connaissent bien le plan d'eau, bon, eux, ils prennent leurs décisions en connaissance de cause. Ceux qui sont un peu hésitants et qui, justement, ont besoin un peu d'expérience, de témoignages de gens qui ont l'habitude, n'hésitez pas à croire vraiment ce que je propose
comme solution qui est de renoncer à la traversée. Et puis Nicolas, tu m'avais dit qu'il ne faut pas hésiter non plus avant. Alors ça ne va pas forcément donner des informations sur la traversée, mais quand même un peu à appeler les capitaineries locales pour voir ce qu'ils en pensent. Alors ils ne vont pas vous conseiller ou pas de traverser, mais eux, ils ont une vision aussi locale de la météo, de ce qui va arriver dans les 24 heures. Et voilà, en plus des histoires d'encombrement ou pas des marinas. Est-ce qu'on peut réserver sa place? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est bien d'anticiper, c'est-à-dire que, bon, après, bon, là, on va continuer quand même sur les scénarios, puis après, je proposerai donc l'organisation de la croisière par rapport aux abris potentiels. Mais donc là, on a parlé du scénario Mistral. Donc, c'est vrai que jusqu'à 15 nœuds de vent, c'est carrément faisable hein, d'y aller. Il n'y a pas de grande difficulté. Au-delà, c'est un peu la limite. Hein, c'est 15 nœuds de vent réel. C'est là où on va commencer à prendre des risques. C'est là où on va commencer à mettre des gilets. C'est là où les gens vont commencer éventuellement à être un peu malades. Mais si on a moins de 15 nœuds, si on a 10, 15 nœuds, là, il n'y a pas de problème. On peut y aller. Il n'y aura pas de grandes difficultés. Avec le vent donc dans le bon sens. Après, on a le scénario donc avec le vent qui lui va être bien orienté, pile poil vent de travers. Donc ça c'est ici à gauche, on a le vent de sud-ouest. Donc là un vent de 10-15 nœuds de sud-ouest comme ça, c'est parfait. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller, c'est le moment de traverser quoi. Ou alors inversement, l'autre situation c'est le vent de nord-est. Pareil, 10-15 nœuds, c'est vent de travers. On va faire toute une traversée à la voile. Et là, c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir. Il ne faut pas hésiter à y aller. C'est jusqu'à 15 nœuds, hein, je répète, il n'y a pas de difficulté particulière. L'idéal, c'est d'avoir entre 10 et 15 nœuds. Voilà. Et puis alors ensuite, je voulais vous parler du cas de figure où le vent n'était pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on avait un vent finalement contraire hein, pour aller en Corse. Donc le vent d'est ou de sud-est, mais je n'ai pas trouvé d'illustration là actuellement pour illustrer. Donc, mais on imagine bien donc un vent qui est dans le mauvais sens. Là aussi, moi je déconseillerais de traverser, ne serait-ce qu'avec 10-15 nœuds de vent contre soi, même si on s'appuie au moteur, on va avoir du clapot, on va avoir un petit clapot de 1 mètre, on va taper, ça va être vraiment pas agréable. Il vaut mieux reporter la traversée à plus tard. Pareil pour le retour, quand on est en Corse, si on a le Mistral qui se lève, et ben là, même si c'est que 10-15 nœuds, ça va être pareil, hein, il vaut mieux reporter ou alors anticiper, traverser un petit peu avant que le phénomène arrive. On écourte un peu son séjour en Corse, mais au moins on n'arrive pas en fin de croisière voilà, dans un état, je dirais, qu'on n'a pas envie de vivre. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse, Nicolas, excuse-moi, par rapport à ceux qui souhaitent louer un bateau justement pour faire cette traversée. En fait, il faut absolument nous informer parce qu'il y a certains loueurs qui refusent que les bateaux aillent en Corse quand vous louez uniquement une semaine. Oui. Il faut louer 2 semaines minimum pour pouvoir aller en Corse pour ces raisons de météo. Et du coup, si vous louez une semaine depuis la côte, depuis le continent et que vous souhaitez aller en Corse, il faut nous informer pour qu'on vérifie si l'armateur et le propriétaire acceptent, ce qui est pas du tout toujours le cas. Voilà, c'est la petite parenthèse location pour faire cette traversée. Il vaut mieux prévoir 2 semaines de toute façon. Ah oui, non, mais même avec un skipper, je dirais professionnel à bord, ou quelqu'un qui est vraiment qui connaît très bien le plan d'eau, dire on va aller en Corse et on va revenir dans la semaine, c'est pas forcément une bonne idée. Enfin, moi, personnellement, je ne le ferai pas, quoi. Voilà, effectivement, je confirme, il vaut mieux avoir minimum 10-12 jours devant soi pour être serein. Voilà, on est en vacances, on n'a pas envie de vivre de stress. Hein, quand on sait qu'il faut ramener le bateau en temps et en heure, que peut-être on a le boulot derrière qui nous attend, ou qu'on a pris un avion et qu'on se rend compte en fait 48 heures avant de revenir et que la météo n'est pas favorable. Là, on se retrouve dans une situation sans alternative en fait que de renoncer ou d'y aller. Et si on renonce, on est embêté parce qu'on a sa caution, on a son contrat, on a son boulot, son avion. Et du coup, on risque malgré
malgré tout ça. Et là, c'est comme ça que bien souvent arrivent les problèmes. Hein. Toujours dans ces cas-là que ça se passe mal, quand la décision Ouais. est polluée par d'autres contraintes. Voilà, c'est ça. Quand on est contraint par un timing, par un boulot, non, la décision, elle se prend en fonction de son état de forme, de son équipage et de la météo. Et pas en fonction des impondérables contractuels de location ou de professionnels. On a Voilà. Christian Passen qui nous dit en commentaire qu'en cas de Mistral au retour, on peut aussi passer par la côte est de la Corse. Oui, alors effectivement, si on a le temps, alors ça on va y venir après, mais de toute manière, toute la côte corse par Mistral, elle est assez compliquée parce qu'elle est exposée. Et bien souvent, on aura tendance à aller passer les Bouches de Bonifacio et puis ensuite de remonter jusqu'au Cap Corse pour ensuite. Alors là, peut-être que je devrais aller pour expliquer ça mieux sur Google Earth. Mais ensuite, on va se retrouver plutôt du côté donc, du Cap Corse et du golfe de Gênes. Alors, comment je fais? Voilà. Ici, voilà. Donc, une fois qu'on est au Cap Corse, ici, ben, on est dans une zone qui est beaucoup moins exposée au Mistral. Et puis, on peut donc ensuite partir sur Monaco, Menton. Et puis, une fois qu'on est de l'autre côté, bon, ben, c'est bon, on a fait le plus dur. Et ensuite, on n'aura plus qu'à remonter en côtière tranquillement. Et puis, le Mistral va se calmer. Hein. Un Mistral qui va durer pendant 2 semaines, c'est quand même pas de bol. Voilà. Mais là encore, il ne faut pas oublier que ça va demander du temps, tout ça. Donc, il faut au minimum 2 semaines. Ça, voilà. Voilà. Donc, sinon, la traversée, ben, c'est une expérience, comme on disait, qui est quand même assez exceptionnelle pour un marin, puisqu'on se retrouve un peu, entre guillemets, dans la peau de Christophe Colomb ou d'un explorateur, hein, et on se retrouve avec une île qui apparaît au bout de l'étrave. Et ça, c'est une sensation qui reste quand même assez exceptionnelle. Je souhaite à tout le monde de le vivre. Et puis, évidemment, on est dans une zone de navigation qui est aussi assez exceptionnelle en termes d'observation des cétacés. Hein, ça s'appelle la zone Pélagos. Donc, c'est une des zones les plus fréquentées au monde, hein, au niveau des mammifères marins. Donc, on a évidemment les dauphins, les globicéphales et puis des baleines, hein, donc des rorquals, des cachalots. Donc, ça, c'est très fréquent l'été d'en observer. Alors là aussi, en général, il ne faut pas chercher à trop aller vers eux. C'est plutôt eux qui viennent vers nous en général. Et puis, si on a la chance qu'ils nous accompagnent comme ça pendant un moment, le soir au coucher du soleil, c'est des instants magiques avec les enfants à partager. Et voilà, donc ça fait partie en général de l'expérience traversée vers la Corse, les dauphins. Après, la nuit, si on traverse de nuit, là aussi, on va avoir des ciels étoilés entre le 15 juillet et le 15 août. Après, au mois d'août, c'est carrément la nuit des étoiles filantes. Donc là, c'est assez exceptionnel. Hein. C'est comme si on était dans un planétarium avec la Voie lactée qui va aller d'un bout à l'autre de l'horizon. Et on n'a pas forcément l'habitude, nous, terriens, qui vivons dans la pollution lumineuse, de vivre des expériences aussi pures, je dirais, en termes d'observation des astres. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis, on a aussi le plancton. Hein, la nuit, on voit les étraves qui sont phosphorescentes. Et puis, le sillage aussi qui est avec plein de taches lumineuses. On se demande qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est? C'est du plancton. Hein, c'est des micro-organismes qui deviennent fluorescents la nuit et qui sont, lorsqu'ils sont agités comme ça par les robots de la coque, deviennent fluorescents. Donc, ça fait des moustaches fluorescentes et un sillage fluorescent. Très, très sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Sur une traversée, on peut pêcher. Hein, ça, c'est pas interdit. Toujours sympa de remonter au bout de sa traîne une bonite ou un thon. Parfois des barracudas maintenant qui sont apparus. Bon, là, ça demande un peu de préparation. Hein. Il faut venir avec du matériel adapté. Évidemment, ce n'est pas avec une petite planchette qu'on va réussir à pêcher des gros poissons, mais il faut une ligne qui va faire au moins 50 mètres avec un bon gros rapala au bout. Puis, on n'est pas obligé d'avoir un moulinet. On enroule ça juste sur une planche. On met ça derrière le bateau. Et avec un peu de chance, au lever du soleil ou au coucher du soleil, on va pouvoir remonter
un petit thon ou une petite bonite qu'on pourra après déguster en carpaccio ou autre. Donc On ça, fera, c'est on fera un sympa, webinaire faut pas hésiter. culinaire pour donner Ah ouais. des idées de recettes, j'ai l'impression que ça peut être pas mal. Voilà, donc pour la traversée, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc les scénarios, on l'a dit, hein, donc anticyclonique, nos problèmes, on y va. Par contre, bien s'assurer que le plein de gasoil est fait. Normalement, au départ, le loueur a fait le boulot qu'il faut, donc vous avez votre plein qui est fait. Au retour, méfiez-vous quand même des jauges qui ne sont pas toujours hyper exactes. Il y a une règle normalement qui est celle qu'on applique en aviation, mais qu'on conseille aussi d'appliquer sur un bateau, qui est la règle des 30%. C'est-à-dire que quand on est arrivé à 30% de sa capacité, eh bien, on refait le plein, hein, voilà, de manière à ne pas se faire surprendre par une consommation qui est en fait plus importante que ce qu'on avait imaginé. En général, sur des 40 chevaux, on va consommer entre 3 et 4 litres de l'heure. Sur un 50 chevaux, on peut aller jusqu'à 5 litres de l'heure. Bon. Donc, on calcule son nombre d'heures moteur, le nombre d'heures fait, et puis donc la consommation. Et moi, je conseillerais de refaire le plein avant de revenir. Voilà, parce que quand la jauge est à moitié, bien souvent, il ne reste en fait qu'un quart. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour la traversée? Oui, bah, alors, si on fait une traversée au départ de Cannes, on l'a vu, c'est la partie qui est très courte. On peut envisager éventuellement de partir très très tôt le matin, à 5-6 heures du matin, et de faire la traversée uniquement 2 jours. Hein, donc ça peut être assez rassurant pour sa première expérience de naviguer que 2 jours en fait. À ce moment-là, on ne va pas vivre le plaisir des étoiles la nuit. Sinon, si on préfère éviter de perdre une journée à traverser, on peut partir le soir, en début d'après-midi, et arriver le matin. Et donc, on va faire la traversée à ce moment-là, essentiellement de nuit. Alors là, l'avantage, c'est que les enfants et ceux qui ne s'intéressent pas trop à faire l'écart vont dormir. Et nous, on passe la nuit à assurer ces quarts à 2 ou 3, ça suffira. Hein. Et on arrive au matin pour le petit-déj. Bon, Nicolas, on va peut-être essayer d'accélérer un petit peu. Il est Ouais. déjà Allez. 17h40 Ah ouais, parce que et je parle beaucoup. on est Hein. sur. On va alors passer peut-être sur Allez, du coup on enchaîne la sur suite. voilà, sur les différents parcours. Sur les itinéraires nord et sud. Voilà. Alors, on va commencer donc l'itinéraire nord de la Corse. Alors, c'est une zone qui est moins fréquentée que le sud, parce que le sud attire énormément par les plages, par les bouches de Bonifacio, des plaisanciers. Le nord, en général, est moins fréquenté, alors qu'il est très intéressant aussi. En général, on va donc se situer à l'arrivée, soit donc, sur une traversée depuis Girolate, on peut ensuite partir vers le nord. Ou alors, on a préféré peut-être faire un atterrissage au Cap Corse. Et à ce moment-là, on va remonter jusqu'à Girolate pour faire toute la Corse. Et ensuite, on revient. On peut faire le parcours dans un sens ou dans l'autre. Et pour information, excuse-moi Nicolas, pour information, il y a aussi des bateaux à louer à Calvi avec un aéroport très bien desservi l'été. Donc, tout le monde n'est pas obligé d'arriver à Ajaccio pour ensuite remonter au nord. Calvi, c'est possible. Et en plus, il y a beaucoup moins de monde à l'embarquement. Il y a la baie de Calvi qui est magnifique, donc, qui permet vraiment de commencer ses vacances de manière beaucoup plus sereine et de manière exceptionnelle. Ah oui. Donc, Calvi est très, très bien situé, effectivement. Et donc, si on est au départ de Calvi, ensuite, en fonction de la météo, soit on décide d'aller plutôt vers la réserve de Scandola, Girolate, soit on va aller vers le Cap Corse, avec le désert des Agriates, là, qui est ici, en fait, avec la plage de Saletch. Voilà. Donc, les grands classiques incontournables, évidemment, c'est Girolate. Ah oui, on n'a pas parlé des conditions sanitaires, on y reviendra après. Donc, la réserve de Scandola, donc, elle est assez unique en termes de beauté de paysage. C'est une zone qui est réglementée. Donc là, je vais rebasculer sur le Google Earth. Voilà, donc c'est toute cette zone en fait qui est l'extrémité ouest de la Corse. Ici, on a donc la réserve naturelle de Scandola,
qui est une zone réglementée puisqu'on ne peut pas mettre l'ancre, on ne peut pas passer la nuit au mouillage. Hein. Donc, en fait, du coucher au lever du soleil, l'ancre est interdite. Mais après, par contre, la journée, sans problème, on peut y aller. Voilà. La zone s'étend depuis Marina d'Elbo, ici, au nord de la pointe de Gargalou, à ici l'extrémité du golfe de Girolate qui s'appelle la Punta Muncilin. Donc tout ça, c'est ici la réserve de Scandola. Nicolas, il est où le caillou dont tu parlais tout à l'heure? Oui, il faut s'en méfier. Là, il y a ici, là, à la pointe de Muncilin, on le voit là. Ben, tiens, on le voit même, vous voyez là, il est là. Voilà. C'est un sec qui est très mauvais. C'est un site de plongée. Et c'est vrai que quand on est ébahi par les paysages et qu'on prend des photos et que c'est magnifique, on a tendance des fois un peu à oublier de regarder sa carto dans ces moments-là. Et là, méfiance, il y a quand même quelques rochers ici. Voilà, là. Il n'y a pas de balise. Non, pas du tout signalé. On le voit très bien sur son GPS, mais on ne le voit pas du tout. Si on a le soleil de face en plus, alors là, voilà, ça fait boum d'un seul coup, mais on ne comprend pas ce qui nous arrive. Ça s'appelle talonner. Comme on dit, il y a deux sortes de marins. Hein. Il y a ceux qui ont talonné et puis il y a ceux qui talonneront. Donc, malheureusement, c'est des expériences qu'on évite de vivre, mais méfiance quand même là à la pointe. Sinon, tout le reste de la côte après là est autorisé au mouillage de jour et de nuit. Ce sont des petites criques où bien souvent il faut mettre des bouts à terre, partir avec l'annexe ou à la nage, positionner un bout sur des cailloux, mettre l'ancre. Bon, il faut avoir l'habitude, mais c'est faisable. Hein. Ici, il y a des petits trous dans lesquels on peut aller se faufiler qui sont assez magnifiques et qui sont donc autorisés. Et puis ensuite, évidemment, l'escale classique qui est ici Girolate, où maintenant on peut s'amarrer tête-cul sur des bouées. Il faut prendre contact avant avec la capitainerie de Girolate. On peut les appeler par téléphone, on peut les contacter aussi par VHF. Et ils viendront vous assister, vous aider. Hein. C'est des jeunes saisonniers qui viennent, très sympathiques, pour vous aider à vous amarrer sur les bouées. Et ensuite, avec son annexe, on peut aller à terre, manger ici dans des petits restaurants très sympathiques. Il y a des paillotes. On peut même aller faire ensuite une promenade à terre, faire un tour ici, par exemple. Vous voyez, il y a un petit sentier là. On fait le tour à la balade. Ici, il y a un petit cimetière aussi qui est très joli à aller voir. En fait, c'est le sentier du GR20 qui passe par Girolate. C'est la partie du GR20 qui passe par la côte. Il y a même un refuge pour les randonneurs du GR20 à Girolate. C'est un endroit qui n'est accessible que par la mer ou par les randonneurs. Voilà. Il n'y a pas de route, pas de voiture. Donc, ouais, c'est incroyable. Hein, Moi, j'y étais il y a 3 semaines et je confirme, c'est top. Et en plus, les restos sont très bons. oui. Là, on peut se mettre sur n'importe quel resto, ils sont hyper bons. Et alors, bon, il n'y avait pas grand monde, peut-être qu'il y aura un peu plus de monde cet été, mais c'est vraiment super. Ouais. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, si on veut pas un voyage un peu plus au large, ici, là, il y a une zone de sable, puisqu'on évite de mouiller dans la Posidonie, si possible, hein, et puis on préfère, pour la tenue de son ancre, d'être dans des zones sableuses. Ça tient mieux, ça dérape moins que dans l'herbe. Ici, on peut mouiller quand même son ancre de manière légale. Hein, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé d'aller sur les bouées. On sera un peu moins protégé, un peu plus exposé. Voilà, mais on reviendra après au problème de houle de toute manière à la fin. Je vous expliquerai ça. Là, on part sur le principe qu'on n'est pas embêté, qu'il n'y a pas de houle d'ouest. Parce qu'évidemment, par houle d'ouest, le golfe est assez ouvert quand même. Pas loin de là, on peut ensuite faire un petit tour éventuellement dans ce coin ici, qui est de l'autre côté du golfe Donc là, ici, le golfe de Girolate suit ensuite derrière le golfe de Porto. Et à l'extrémité, ici, on a les calanques de Piana, avec le village de Piana qui est dans les hauteurs des falaises. Et ici, on a toute une côte qui est très, très, très sympathique, très, très belle, avec plein de petits mouillages. Donc, je ne vous les fais pas tous, hein. Il y en a plein. Le plus connu, il est ici, au bout, là, très, très beau. Et éventuellement, on peut même aller, je ne sais pas si je vais y arriver, non. Ici, il y en a un petit aussi
qui est un peu secret là, avec une arche qui est un peu une forme de la Corse. Comment il s'appelle ce mouillage Il y en a sur tellement. Google Earth? Ouais, non, j'arrive pas à le voir. C'est le mouillage. Alors, attendez, je suis en train de regarder à côté là sur mon lecteur de cartes. Alors, il faut se méfier là-bas, il y a des cailloux. Hein. Il y a des cailloux. C'est au Capo Rossou. Voilà, Cap Rossou. Donc là, le Cap Rossou, il y a des cailloux. Comment je peux vous montrer ça? Peut-être en faisant une rotation. Comme ça. Non, ouais. Hop, si je tourne comme ça, voilà, et que je me déplace, voilà. Ici, vous voyez, là, on voit mieux, là. Voilà. Ici, il y a une petite crique, là, qui est très, 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 très belle. Mais on voit par transparence les cailloux qui sont ici et là. Vous voyez, là, ici, il y a plein de secs, là. Méfiance. C'est pas évident, même en faisant attention avec le GPS, des fois, on a du mal à les voir. Donc, en général, il faut faire une arrivée plutôt côté sud-ouest, par ici. Et puis, si on vient depuis le mouillage de Piana, il ne faut pas hésiter à bien contourner les secs pour ensuite venir ici par le sud-ouest. Hein, parce que sur le chemin, là aussi, on est ébahi par les paysages. On ne regarde pas son GPS et classiquement, on se prend un de ces cailloux-là qui sont piégeux. Donc, méfiance avec ces cailloux. Une fois qu'on est arrivé ici dans le mouillage, on peut mouiller de manière dans un site assez grandiose, assez spectaculaire. Et là, ici, dans le coin, il y a une arche dans laquelle on peut aller se balader avec l'annexe ou faire du snorkeling. Très sympa. Voilà. Donc ça, c'est un petit coin sympathique. Derrière aussi, le Capo Rossou, ici, il y a un petit mouillage. Là. On voit un bateau qui était au mouillage, d'ailleurs. Très, très joli aussi. Assez incroyable. Voilà. Donc, le Capo Rossou, magnifique. Les calanques de Piana, oui. C'est plutôt des mouillages de beau temps, enfin en tout cas pas de vent d'ouest. Ah oui, mouillage de beau temps, enfin pas de houle d'ouest, voilà. Ni de sud-ouest, ni de nord-ouest, enfin pas de houle, quoi. Voilà, il faut que ce soit vraiment calme. Il y a la houle d'ouest, assez vite, toute la côte ouest est plus ou moins fermée, quoi. Oui, on y reviendra après, mais c'est vrai que c'est le problème de la côte ouest de la Corse, qui est la côte en général qu'on veut explorer le plus, hein. C'est qu'elle est très exposée donc, au vent, à la houle d'ouest, et on va trouver des abris, mais pas forcément à foison. Les abris, ça sera le port, hein, donc Calvi, Île-Rousse, Saint-Florent, et puis une fois qu'on est au niveau de Girolate peut-être est abrité si la houle est légèrement nord ou qu'elle n'est du moins pas trop sud. À ce moment-là, on peut être à Girolate dans des conditions, on va dire, satisfaisantes en termes de confort. Le mieux, c'est de téléphoner avant, hein, donc par téléphone, hein, pas par VHF, parce que la VHF ne va pas forcément passer au-dessus des reliefs, mais par téléphone, on appelle la capitainerie de Girolate et ils vont vous dire si c'est confort ou pas, quoi, avant d'y aller. Sinon, après, tout le reste, on oublie. Hein. Tout ça, c'est exposé à la houle. Et ensuite. Nicolas, oui. encore, mais Girolate, tu appelles et tu te signales, tu peux réserver ta bouée? Alors, on peut réserver soit par téléphone, mais on ne pourra pas payer. Donc, ça va être une réservation, on va dire, officieuse qui va tenir le temps que le capitaine du port peut garder la place. Donc, en général, à partir de 17h, 18h le soir, malheureusement, s'il y a beaucoup de fréquentation, il ne va pas pouvoir vous garder le poste d'amarrage qu'il avait prévu. Donc, si on veut vraiment être sûr d'avoir une place, le mieux à ce moment-là, c'est de la payer. Et pour pouvoir payer sa place en ligne, il va falloir avoir du réseau 3G sur son mouillage et aller sur un site qui s'appelle Resaport. C'est un site en fait qui réunit toutes les capitaineries de Corse. Et on va pouvoir se créer un compte en ligne, rentrer la taille de son navire, la largeur, etc. Et on met son numéro de carte bleue, on paye. Et là, c'est bon. Là, on est sûr d'avoir sa place puisqu'elle a été payée, quoi. Voilà. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est pas mal. Ça fonctionne bien hein, maintenant. Resaport. Olivier Boutaz nous dit sauf Cargèse. Ah bon, d'accord. Je ne savais pas. C'est possible, effectivement, que Cargèse, ils sont un peu des rebelles hein, là-bas. Hein.
peut-être. Cargèse, ça se situe ici. C'est une toute petite port. Ils sont très, très, très sympas. Par contre, ils n'ont vraiment pas beaucoup de place. On s'amarre ici le long de cette digue, là, vous voyez, et on se met l'étrave à quai en général, hein, puisqu'il y a des dalles, il faut se méfier. Il n'y a pas beaucoup de profondeur au niveau du quai et le safran peut toucher. Donc, en général, tous les bateaux s'amarrent étrave vers le quai et il doit y avoir, je crois, de mémoire, une quinzaine de places. Donc, c'est assez rapidement plein, hein, Cargèse. Par contre, c'est une belle escale ensuite pour pouvoir aller explorer le village au-dessus. Voilà, c'est le village de Colonna, pour la petite histoire de l'affaire corse, du berger corse et de l'assassinat du préfet Erignac. Voilà, donc ça c'est le nord. Donc on était dans toute cette zone-là. Une fois qu'on a exploré cette partie-là, eh bien, on peut redescendre à Calvi, qui est une baie magnifique, puisqu'elle est face au point culminant de la Corse, hein, le Monte Cinto, qui est directement face à Calvi. Et donc, quand on navigue dans la baie de Calvi, c'est assez incroyable comme panorama. Donc ça, évidemment, c'est une escale incontournable avec la citadelle ici à visiter. Bon, on voit même des massifs enneigés hein, l'été, au printemps. Depuis le bateau, ouais. Au printemps, et là, il y avait encore de la neige. Ah oui. Ouais, alors ça monte à plus de 2000 mètres, je crois, 2700. mais c'est impressionnant. 2007, ouais, d'avoir la baie sous le soleil et au loin les massifs enneigés. C'est exceptionnel. Et puis on a la grande plage de Calvi, là, qui est énorme. Et là, ça ne manque pas de restaurants, de paillotes. Après, il y a de quoi faire. Hein. Il y a des boîtes de nuit en plus qui vont ouvrir bientôt, paraît-il. Donc, on peut aller faire la fête si on a envie. Il y a aussi la célèbre boîte de nuit, enfin plutôt un piano-bar en fait, hein, qui s'appelle chez Tao, qui est ici, là, dans la citadelle. Vous voyez, là, ils ont une belle terrasse ici, là. Et voilà, donc il y a des concerts. C'est un haut lieu, on va dire, de la Corse, hein, ici, hein, chez Tao, dans la citadelle. Le soir, en after. Voilà. Après, derrière, ici, on a des mouillages. Si on a envie d'être un peu plus à l'écart de la ville, très, très sympathique, là, dans du sable, très bien abrité. Du libeccio, puisque c'est une baie, quand même, où il faut s'attendre souvent à avoir le libeccio, c'est-à-dire c'est le vent de sud-ouest. Mais elle est très, très bien abritée. Et je ne sais pas si cette année, ils vont remettre en place, mais normalement, chaque année, on a une zone ici de mouillage organisé sur bouée. Voilà. Donc, c'est vrai que Calvi, c'est une ville quand même assez animée, assez festive. Et puis, la place de port, elle a un coût quand même, hein, surtout si on est en catamaran. Donc, on risque de payer quand même sa place entre 100 ou 200 euros la nuit, hein, selon la taille du navire. Et on va avoir l'accès au bar et aux boîtes de nuit direct, ça c'est sûr. Mais par contre, on n'aura pas forcément la tranquillité du mouillage. Donc, des fois, la solution de se mettre sur des bouées, finalement, elle est plus adaptée, moins onéreuse. Et en annexe, c'est très facile ensuite d'aller à terre. On fait la navette et c'est une solution, moi, que je préfère, personnellement. Voilà. Voilà. Donc, Calvi, qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre que c'est plein de restaurants et qui sont tous aussi bien les uns que les autres. Hein. Je pas là-dessus, je n'ai pas de conseil spécial. Voilà. On part un peu au sud. On part un petit peu au sud. Allez, c'est parti. Donc ensuite, eh bien, si il y a le libeccio, justement, donc le fameux vent de sud-ouest qui souffle le long de cette côte qui s'appelle donc la côte de la Balagne. Hein. La côte de la Balagne, elle part de la pointe de Gargalou, là, au niveau de Girolate, pour aller jusqu'à quasiment le désert des Agriates, ici, avant le golfe de Saint-Florent. Tout ça, c'est la Balagne. C'est une côte donc, qui bien souvent a des vents de sud-ouest qui peuvent être de 15, 20 nœuds, 25 nœuds. Donc, remonter le libeccio jusqu'à Girolate, c'est compliqué. Il y a 15 000, hein, mais 15 000 contre 20-25 nœuds, c'est pas évident. Bon, du coup, des fois, on préfère finalement partir au portant pour aller vers soit l'Île-Rousse, qui est une ville plus populaire, je dirais moins jet set. Il y a
d'aéroport et c'est plus bon enfant. Donc, on peut faire une petite escale ici à l'île Rousse. Il y a une petite marina avec les ferries qui font leur navette ici au niveau de l'île Rousse et un mouillage ici. Voilà. Ensuite, si on veut naviguer dans des coins plus sauvages, eh bien, on va les trouver tout de suite dans la foulée de l'île Rousse avec le désert des Agriates. Donc, le désert des Agriates, lui, porte bien son nom puisque c'est un désert. Il n'y a pas de route. Ce sont que des pistes. On peut y aller soit en quad, soit en bateau, soit à pied, soit à cheval. Ici, on va trouver des endroits vraiment déserts avec des petits mouillages très, 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 très sympathiques, très, très chouettes. Donc, il n'y a pas de danger particulier, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de rochers. On peut longer assez proche la côte sans difficulté et on va trouver les fameuses plages. Alors, la plus connue, la plus réputée, la plus belle pour moi aussi, c'est la plage de Saleccia, ici, qui est quand même, je trouve, un endroit incontournable en Corse. Là, il ne faut pas hésiter à y passer 24 heures, quoi. Voilà, donc le soir, après, aller balader sur la plage, tout ça, c'est assez magique. Il y a une photo de la plage Saleccia dans le diaporama si tu veux montrer. Ouais, allez, on va aller chercher ça. Alors là, on est sur le sud, le nord. Le sud, le nord. Ah ouais, elle est là. OK. Alors, voilà, ici. Alors, pour la petite anecdote, c'est là où a été tourné un film. Le jour le plus long, c'est le débarquement. La scène du débarquement dans le jour le plus long, je crois. Il y a des scènes de films qui ont été tournées. C'est une plage très, très réputée en Corse. Certains disent que c'est la plus belle. Bon. Alors après, chacun se fait son avis. Mais effectivement, c'est un endroit magique. Après, juste après, derrière, on a une autre petite plage qui est très sympa aussi. C'est la plage du Lotou, ici. Voilà. Qui mérite aussi d'aller faire un petit tour si on a le temps. Voilà. Et puis ensuite, on peut aller retrouver la civilisation à Saint-Florent. Donc, marina très sympathique aussi. Mais là aussi, c'est un peu comme Calvi. Hein. Il va falloir négocier avec le port, peut-être réserver en avance et puis payer quand même un certain prix pour pouvoir avoir la liberté d'aller venir vers les bars. Ou... Sinon, on peut mouiller tout simplement devant le port et de faire la navette avec son annexe. Donc ça, c'était Saint-Florent. Il y a des petits mouillages ici, là aussi, qui sont sympathiques sur la côte. De toute manière, la Corse est café, comme on dit chez nous sur la côte, c'est café de mouillage. Il y en a tellement que je vous donne que les principaux, évidemment, et les plus beaux. Voilà. Alors ensuite, le doigt de la Corse. Donc tout ça, c'est le Cap Corse qui démarre là, ici. Alors là, ça, par contre, c'est une côte qui est très accore, comme on dit, hein, donc très abrupte. Et on ne va pas pouvoir mettre son ancre parce que c'est trop profond, il y a trop de falaises. Donc, il n'y a aucun mouillage, en fait, ici, au niveau du doigt de la Corse. Le seul mouillage qu'on va trouver, c'est Centauri, mais qui mérite son petit tour, là aussi. Évidemment, au plus on va aller vers l'extrémité de la Corse, au plus on va être dans un endroit moins fréquenté, un peu plus sauvage. Et là, on peut mouiller ici entre l'îlot de Capense et Centauri. Il y a un beau mouillage. Et ensuite, avec l'annexe, on peut aller faire un tour dans ce petit port. Le port n'est pas adapté pour un bateau qui fait plus de 10 mètres, hein, je dirais, voire même peut-être 8 mètres. Donc, on ne peut pas y aller avec un 35 pieds, on ne peut même pas y aller avec un 40 pieds. Donc, on va y aller en annexe. Et ça mérite vraiment le détour. Et c'est réputé pour les langoustes. Voilà. Donc, s'il y en a qui sont amateurs, vous pouvez tenter éventuellement de téléphoner au préalable à un restaurant qui vous proposera une langouste du Cap Corse. Voilà. Ça, c'est sympathique quand même à faire, je trouve. Centauri. Ensuite, on continue la balade pour aller au Cap Corse avec la fameuse île de la Giraglia.
Alors là, attention, le Cap Corse, évidemment, c'est une extrémité. C'est donc une zone qui est potentiellement plus ventée que le reste, puisqu'il y a les effets Venturi. Et donc, si on a 10 nœuds de vent l'eau un peu partout sur le plan d'eau, et ben, au Cap Corse, il faudra s'attendre à en avoir le double sans problème. Ça double hein, la force du vent. On pourra avoir quand même 20 nœuds, 25 nœuds. C'est assez fréquent. Si par contre, il y a zéro vent, on peut trouver un Cap Corse tout à fait clément. Voilà. Et est-ce qu'on peut passer, Nicolas, sur l'itinéraire sud? En plus, ouais. C'est généralement là où il y a le plus de départs. Voilà. Bien que le nord ait rien à lui envier, je suis tout à fait d'accord. Mais Oui. comme on est un petit peu en retard sur le timing, Allez, ça va, je parle trop. prendre l'exemple, par exemple, d'un départ d'Ajaccio ouais. avec donc l'itinéraire sud Alors, vers Bonifacio. On y va sur l'itinéraire sud. Donc là, c'est un itinéraire, je dirais, un peu plus long, hein, puisque les distances sont un peu plus longues qu'entre Calvi et le Cap Corse. Calvi-Cap Corse, on avait 90 000 environ. Là, on va être sur potentiellement entre Ajaccio et la Sardaigne sur un aller-retour qui va faire environ 120 000. Alors là, on n'en a pas parlé, mais il faut parler du rythme quand même d'une croisière. Moi, je conseillerais de faire une moyenne de 15 à 30 000 maximum par jour. Hein, ça veut dire qu'on va naviguer. Si on fait 30 000 à 6 nœuds, ça fait 5 heures de navigation par jour. Ça fait déjà pas mal. Si on est plus dans un état d'esprit farniente, tranquille, baignade, etc., eh bien, on va prévoir plutôt de ne faire que 15 000 par jour. Donc, ça veut dire en fait que 15 000 par jour, si on veut aller d'Ajaccio et ensuite aller en Sardaigne, enfin dans les Bouches-Bonifacio et remonter, il faudra quasiment 2 semaines, quoi, je dirais, pour être tranquille. Voilà. Si on est prêt à faire un peu plus de navigation chaque jour, à ce moment-là, on peut quasiment aller faire toute la zone. Hein. Donc, il y a une petite option hein, qui consiste, une fois qu'on est aux Bouches de Bonifacio, ensuite à remonter vers Porto Vecchio, ici, et puis ensuite à remonter vers Ajaccio. Sinon, on ira directement dans les îles ici, éventuellement de Sardaigne. Voilà. Et dans les Bouches de Bonifacio. Donc, les Bouches de Bonifacio, c'est un endroit extraordinaire. Hein. C'est un des plus hauts lieux de la plaisance, même au monde. Il faut savoir que c'est assez exceptionnel parce qu'il y a énormément de mouillages. Et là, on n'aura pas de problème pour trouver des mouillages abrités, quelle que soit la météo. C'est l'avantage. Même si on a du vent d'ouest qui souffle, on pourra toujours aller se planquer quelque part derrière une île. Voilà. Donc, en général, l'objectif au départ d'Ajaccio, eh ben, c'est ça, c'est d'aller dans les Bouches de Bonifacio et puis de remonter. Alors là, je dirais que la météo, là aussi, eh ben, c'est celle qui va un peu déterminer tout. Il faut regarder 3-4 jours avant s'il va y avoir du vent, de la houle ou pas. Et en fonction, soit on va faire la descente tranquillement, doucement, pour temporiser et arriver dans les Bouches de Bonifacio quand la météo est clémente. Ou alors, au contraire, on ne va pas hésiter à aller directement dans les Bouches de Bonifacio avant que la houle d'ouest ou le vent d'ouest se lève. Et ensuite, il faudra remonter. Petits mouillages qui ne sont vraiment pas éloignés du port. Donc, si on décide de... Eh ben, on peut aller tout de suite ici, le premier soir, quasiment, hein, une fois qu'on a fait son inventaire, son avitaillement, et que tout est clair, je dirais en 1 heure ou 2, on va trouver ici, par exemple, des mouillages qui sont très, très bien pour la première nuit, la Sainte-Barbe ou Stagnola. Voilà. Ça, c'est même pas à 1 heure d'Ajaccio. On peut pousser un peu plus loin éventuellement le premier soir en allant ici à l'Anse de Cacalou aussi, qui est juste à la sortie du golfe d'Ajaccio. Voilà. Sinon, on continue, hein, on ne s'arrête pas et on a décidé de naviguer donc, sans stop. Golfe de Propriano, on traverse le golfe de Propriano. Et éventuellement, si on a besoin de faire une pause, on a ici l'anse de Porto Polo avec la plage de Tenutella. Très, très, très beau. Magnifique plage. Vraiment, celle-là, je la conseille. C'est un endroit superbe.
superbe on peut balader le soir sur la plage. Et puis des petites paillotes là aussi. Porto Polo, on peut carrément s'amarrer sur coffre, hein, sur bouée. Donc, voilà. Et Porto Polo a l'avantage d'être abrité d'une houle de ouest-nord-ouest. Donc ça, c'est pas mal. Si on a un petit peu de houle, ça sera un bon abri. Propriano, ben, c'est quand même assez profond. Hein, donc, on va passer du temps à aller au fond du golfe. Et puis après, on va passer du temps à en ressortir. Donc, il faut vraiment une bonne raison pour Propriano. Ça serait de s'abriter carrément d'un coup de vent. Voilà. Campo Moro, là, c'est le seul vrai mouillage de toute la côte, vraiment bien abrité, avec de la houle nord-ouest, ouest et sud-ouest. Donc là, ici, on peut y aller sans crainte. On aura une nuit à l'abri, tranquille. C'est un mouillage qui est très connu, hein, Campo Moro, parce que justement, il est bien abrité. Voilà. Si on ne s'est pas arrêté dans le golfe de Propriano et ni à Campo Moro, eh ben, on peut quasiment, je dirais, depuis Ajaccio, en une journée, aller rejoindre directement les plages qui se situent sur toute cette côte-là, ici, la côte sud. Donc, depuis cette pointe, j'ai oublié le nom d'ailleurs, c'est Cap... c'est pas le Cap de Fénaux, non, c'est pas Cap Fénaux. C'est connu, hein, cette pointe. Hein. C'est la pointe. Alors attendez, je regarde, que je ne dise pas de bêtises. Ça s'appelle le Capo. La pointe d'Etsica. Non, non. C'est une Gilles qui nous dit ça en commentaire. Oui, il y a la pointe d'Etsica, effectivement. Et Cenetosa. Cenetosa, évidemment. Merci voilà. Olivier. Évidemment, c'est Cenetosa. Voilà, donc de la pointe de Cenetosa jusqu'à Bonifacio, on a toute la côte sud ici, qui est une des plus belles côtes de Corse, hein, quand même, avec la plage ici de Rocapine. Alors, c'est comme un peu la plage de Salecce, hein, c'est une des plages, on va dire, incontournables en Corse. Elle est magnifique. Enfin, on dit plutôt plage d'Herbaggio. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de faire les deux, hein, en fait. Voilà. Mais s'il y a de la houle d'ouest, ça risque d'être un peu quand même. Donc, à part d'essayer d'aller se mettre complètement ici au nord, là, on arrivera à être peut-être dans une zone moins rouleuse. Mais si on va mouiller plutôt ici au sud, là, ça va être exposé à la houle d'ouest. Hein. Et le fameux rocher du lion, ici au-dessus. Voilà, le lion de Rocapine, qui est un rocher en granit rose qui a la tête d'un lion, qu'on voit bien depuis le mouillage. Voilà. Donc, pour moi, c'est incontournable de s'arrêter là parce que c'est quand même incroyable comme plage. On continue. On descend un petit peu vers le sud. Donc là, c'est truffé de mouillage. Je ne vais pas tous vous les donner parce qu'il y en a trop. Et bien souvent, il faut mettre des bouts à terre, il faut se méfier des cailloux quand même. Hein. Donc, notamment au passage ici des moines. Donc, les moines, ce sont ici des îles qui sont au large, vous voyez, avec même un phare, hein, le phare des moines. Bon, je ne sais pas si on le voit là. Non, on ne le voit pas. Et on peut passer complètement sans problème entre les moines et la côte. Mais attention, donc il y a des écueils et il y a une passe. Enfin, il y a 3 passes en fait. Donc avec un GPS, on peut passer tout à fait en sécurité de jour comme de nuit, mais il faut être vigilant, bien faire sa nave pour ne pas se prendre un caillou. Donc là, ici, il y a une petite zone quand même où il faut être vigilant au niveau des cailloux. Et puis alors ensuite, pas de problème, sauf dans les criques. Chaque crique a des cailloux un peu truffés de partout. Il faut bien regarder, si possible, avec le soleil dans le dos. Ça tombe bien, puisque c'est le soir, en général, quand on rejoint le mouillage. On a le soleil dans le dos, on met un équipier à l'avant à l'étrave et on regarde bien la surface de l'eau. Quand c'est bleu clair, c'est du sable. Quand c'est sombre, ce sont les herbiers de Posidonie. Et quand c'est plutôt jaune verdâtre,
ça, c'est du caillou. Et puis sur le GPS, ils sont bien signalés aussi. Voilà. Donc ça, c'est plein de mouillages ici. Donc ça, si on veut aller à l'aventure, il y a de quoi faire. Ensuite, ici, la baie de Figari. Alors, bon, c'est un bon abri s'il y a un coup de vent d'ouest. Voilà, c'est le seul intérêt pour moi. Après, il y a l'aéroport qui est pas loin, il y a un étang, il y a un port, il y a des moustiques. Bon, je suis pas trop fan. Alors, sachez qu'il y a quand même quelques bateaux à louer à Figari, hein. On a une base de Oui, location là-bas et c'est quand même très pratique vu qu'il y a l'aéroport pour aller directement dans complètement. le sud ou d'aller en Sardaigne. Donc, certes, on n'est pas obligé de rester très longtemps, mais ça permet quand même d'embarquer et d'arriver directement dans le sud. C'est très pratique. C'est très, très pratique puisqu'il y a l'aéroport qui est juste à côté. Voilà, voilà. Après, ici, cette baie-là n'a pas grand intérêt. Et puis, ben, on arrive à Bonifacio. Voilà. Donc, Bonifacio, c'est là aussi un incontournable. Alors, évidemment, c'est assez fréquenté hein, entre le 15 juillet et le 15 août. Les jours de beau temps, il faut s'attendre à avoir pas mal de monde. L'idéal pour moi, si on va à la Bonifacio, c'est soit d'aller dans l'anse de Catène, ici, où on peut mettre un bout à terre et se mettre sur Pendille. On sera plus au calme, on sera moins dans on va dire, l'effervescence de la ville. Et ça, c'est l'option pour passer la nuit à l'anse de Catène. Ou sinon, on peut aussi tenter de venir y faire une escale, par exemple, entre 11h du matin et 16h l'après-midi. Là, la capitainerie, en général, accepte qu'on puisse s'amarrer quelques heures comme ça pour aller faire un tour à terre. Et puis après, on repart. Ou sinon, ben, il va falloir donc passer la nuit au port de Bonifacio. Mais là, je conseille vivement de réserver à l'avance. Voilà. Et c'est vrai que c'est un endroit magnifique, incontournable. Et puis et aussi Avec beaucoup pour de bars, des avec un restaurants. nombre de yachts pas possible. Donc c'est aussi très curieux Oui, comme endroit hein, pour se c'est un promener. haut lieu du yachting. On voit des bateaux incroyables. Oui, Euh, tout à c'est fait. assez étonnant. Oui, ben là, on arrive dans le haut lieu du yachting. Hein. Il faut savoir que c'est une des zones, la Méditerranée, qui est la plus internationale au niveau du yachting. Hein. Toute la planète vient naviguer là. Euh, enfin, ceux qui en ont les moyens. En tout cas, euh, mais ceux qui n'ont pas trop les moyens aussi, hein, avec des petits bateaux. Enfin, tout le monde se retrouve là, quoi. Mais ça mérite vraiment, effectivement, Peut-être un petit mot Alors, une fois sur que... les ouais, conditions de nav dans les bouches. oui. Est-ce que tu as des conseils Alors, rapides là sur oui. cette zone? Alors, c'est une zone qui est donc qui a un effet Venturi assez important, hein, puisque c'est un détroit qui n'est pas très large. Hein. Je crois de mémoire qu'entre la Corse et la Sardaigne, on n'a même pas 10 000. Hein. Il doit y avoir 8 000 peut-être. Donc, ça se traverse en 2 heures. À la voile, on a fait la traversée et ça va très vite. C'est très étroit. Et donc, ça accélère pas mal quand même au niveau du vent. Et là aussi, comme le Cap Corse, il faut s'attendre à avoir localement un vent qui va potentiellement être le double de la prévision. On le voit bien hein, sur les fichiers AROM, les fichiers haute résolution intègrent ces phénomènes locaux et on le verra bien en regardant un fichier AROM, effectivement, qu'on va avoir peut-être 15-20 nœuds d'ouest à cet endroit. Donc, si c'est dans le bon sens, ça va, ça ne pose pas de problème. On navigue juste avec un bout de génois au portant et puis ça ne va pas durer longtemps. Hein. En 2-3 heures, on va pouvoir rapidement aller s'abriter. Alors, à plein d'endroits différents. Déjà, évidemment, ici, on va trouver les Lavezzi. Donc, entre Bonifacio et les Lavezzi, on y est en 1 heure ou 2 à peine. Et on va pouvoir aller s'abriter du vent et des vagues. Alors, du vent, pas trop. Mais des vagues, ça c'est sûr, de la houle. Ici, dans la Cala di Greco. Donc, ça, c'est le grand classique des Lavezzi. Il faut essayer de mettre son ancre là aussi dans le sable, si possible. Attention, ici, il y a des petits secs là. Ici, vous voyez, il faut bien regarder son GPS. Et puis là aussi, ici, il y a un autre sec ici, là. Là. Voilà. Donc, il faut se méfier.
Et ensuite, une fois que la soirée arrive, bon, on retrouve la tranquillité. C'est vrai qu'en journée, on a un peu ici les navettes à passagers qui viennent déposer pas mal de touristes depuis Bonifacio. Donc, le mouillage est un peu rouleur parce qu'il y a un va-et-vient des navettes à passagers. Mais après, le soir, c'est bon. On est tranquille et on peut aller à son tour en annexe, balader sur l'île avec le fameux cimetière de la Sémillante à aller visiter. Je crois qu'il est là. Voilà. Ça, c'est un naufrage d'un bateau, je ne sais plus quand, mais c'était, je crois, au début du XXe siècle. Donc, il y a le cimetière qu'on peut aller visiter, c'est très sympa. Si on a un peu plus aventureux ou que vraiment la météo le permet, on peut mouiller plutôt de ce côté-là, à ce moment-là, dans la Cala, j'ai donné le nom, Cala di Giunco, ouais, c'est ça. Très sympathique aussi. Assez étroit, plus petit, donc il ne faut pas qu'il y ait trop de monde. Voilà. Donc, il l'avait dit, magnifique. Si on passe ici entre Cavallo et les Lavezzi, méfiance aussi, il y a pas mal de cailloux. Il faut bien regarder son GPS, mais ça passe sans problème. Voilà. Sinon, on peut, depuis Bonifacio, si le vent d'ouest est vraiment fort, plutôt faire l'option d'aller s'abriter en remontant vers Porto Vecchio. Alors là, ici, il y a le passage de la Piantarelle. Il y a un alignement ici à respecter. Donc là, il ne faut pas hésiter à vraiment suivre son GPS avec un navigateur tout le temps le nez sur l'écran pour bien s'assurer qu'on est au bon endroit. Et on peut mouiller donc ensuite en contournant l'île de Piana, ici dans une espèce de lagon avec un isthme de sable. À pied, les gens à pied vont pouvoir aller de l'île à la côte. On a l'eau à la taille à peu près là, et c'est superbe, superbe. Un endroit magnifique avec quelques paillotes à terre. Voilà. Donc ça, c'est un très très beau mouillage à Piantarella. Ensuite, on peut continuer en allant dans le golfe ici de Santa Manza. Là aussi, avec des paillotes pour aller le soir boire un cocktail, etc. La plage de Balistre, là aussi, c'est parfait. Par vent d'ouest, on va être très, très, très bien abrité. On mouille dans l'ancre, dans le sable, face à la plage. Et alors là, le vent peut monter à 30-40 nœuds. On est parfait, hein, on est bien. D'ailleurs, moi, c'est ce que je ferai en cas de coup de vent qui arrive. Je ne reste pas au niveau de la côte ouest ici, qui va être très exposée et très dangereuse même. Il ne faut pas rester là, surtout pas. Il faut partir avant que le coup de vent arrive et aller s'abriter donc plutôt dans ces mouillages-là. Rondinara, très très chouette. Elle porte bien son nom puisqu'elle est bien ronde et avec une paillote à terre là pour aller boire des cocktails le soir, très sympa. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà. Après, oui, ici, il y en a une aussi, là, j'ai oublié le nom. Mais elle est plus fréquentée, là. C'est quoi déjà le nom ici Santa Giulia, voilà, oui. Alors là, c'est plus fréquenté parce qu'il y a une route qui permet aux touristes de venir depuis la terre. Donc, il y a quand même un peu plus de fréquentation. Et il y a un énorme caillou au milieu. Donc, c'est un peu plus compliqué là, pour trouver sa place là-dedans. Et puis, alors ensuite, Porto Vecchio. Donc là, Porto Vecchio, c'est un port donc, qui n'est pas très grand, qui est vite rempli. Donc là aussi, si on veut aller au port pour être confort, il faudra réserver avant et payer sa place sur Resaport, ou du moins, au moins, appeler la capitainerie avant par téléphone pour prendre la température un peu entre guillemets, comme je dis, et ne pas se pointer le soir à 19h. Évidemment, là, il y aura des chances qu'il n'y ait plus trop de place. De toute manière, en général, la bonne stratégie, si on va aller au port, moi, c'est ce que je conseillerais, c'est d'être au mouillage la veille à proximité du port et le matin, vers 11h, quand les gens quittent leur place et laissent la place libre, nous, on vient prendre une place qui se libère, vers 11h midi. C'est le bon moment. Et on y reste jusqu'au lendemain, 11h, à son tour, on libère la place, ou on reste plus longtemps. Mais c'est la bonne stratégie, c'est d'être au mouillage à proximité du port. On appelle la capitainerie. Éventuellement, en annexe, on va faire ses repérages, on va voir un peu comment c'est fait au niveau de la place pour prendre des infos.
On peut même réserver, payer sa place. Et le lendemain, vers 10-11 heures, eh ben, on arrive pour prendre son poste avec même peut-être une assistance du coup, parce qu'il y a moins de trafic, donc les pontonniers sont plus quand même disponibles. Voilà. Si on se pointe le soir à 18h, 19h, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et petite astuce aussi pour Oui. ceux qui souhaitent naviguer dans le sud de la Corse, là de Porto Vecchio jusqu'à la côte ouest. En fait, ça peut être un départ depuis la Sardaigne, parce que du coup c'est juste Oui. en face. Il y a beaucoup de vols qui arrivent à Olbia et donc parfois on oriente nos plaisanciers vers une location au départ d'Olbia. C'est souvent moins cher, il y a plus de disponibilité, ça vous permet de découvrir toute la Maddalena Ouais. et ensuite d'aller explorer le sud de la Corse sans avoir besoin de revenir à Ajaccio. Ouais. Voilà, pour ceux qui souhaitent vraiment se focaliser sur le sud, faut penser au nord de la Sardaigne. C'est effectivement une très, très bonne option parce que là, on n'a pas le problème d'être embêté par la météo, potentiellement avec le vent d'ouest et la houle d'ouest, comme on l'a dit, ou dans le golfe d'Ajaccio. Il n'y a pas d'abri, à part Porto Polo ou Campo Moro. Alors que là, si on part de Olbia, on va avoir sur le chemin, déjà juste au sud, là, ici, l'île de la Tavola. Alors ça, c'est superbe. C'est vraiment un endroit, je dirais, qui est vraiment spectaculaire. C'est une île militaire, en fait. On n'a pas le droit d'aller à terre. Elle est pleine de souterrains, c'est un peu l'île à la James Bond, quoi, on va dire. Mais qui est superbe. Il y a un très beau mouillage ici. Là, voilà, je ne connais pas tous les noms. Puta Spalmatore. Voilà. Donc, on peut commencer déjà par ça, à la sortie de Olbia. Ensuite, on va remonter donc, la côte Esmeralda. C'est la fameuse côte Esmeralda. C'est la côte, on va dire, des Italiens. Il y a beaucoup d'yachts aussi, ouais. Ah oui, il y a beaucoup beaucoup d'yachts. d'yachts. Les ports sont très chers. Oui. Le désavantage, c'est que vraiment les ports sont très chers. Ouais, je ne conseille mais pas. il y a aussi beaucoup de mouillage possible. Sans problème. Les mouillages, il y en a à profusion. Donc, les deux ports, Porto Cervo, évidemment, le haut lieu du yachting, et Porto Rotondo. C'est les deux principaux ports, mais qui vont être assez chers, assez jet set. Alors, si on aime ça, l'ambiance jet set, aller dans les boutiques de luxe, etc., pas de problème. Allez-y, vous allez être servi, vous allez trouver exactement l'ambiance qu'on peut avoir dans cet univers-là. Après, il y a des mouillages ici, alors, qui s'appelle donc toute cette zone la Maddalena. Alors là, il faut quand même bien se renseigner parce que c'est une zone qui est assez réglementée et qui est assez complexe à comprendre. Entre ce que je peux faire, pas faire, c'est compliqué. Donc là, sur le bloc marine ou sur Internet, on peut télécharger un plan qui explique et ça va être une espèce de kaléidoscope de couleurs dans tous les sens avec chaque couleur qui correspond à une réglementation. Donc, si on paye son droit de passage, je crois qu'on peut s'arrêter ici à la Maddalena, à moins que depuis ils aient progressé, qu'ils se soient modernisés, qu'on puisse aller sur Internet, payer son droit de passage. Sinon, il va falloir aller à terre, à la capitainerie de la Maddalena, pour payer un droit de passage. Alors, je crois qu'on peut le payer pour une journée, ou pour 2 jours, ou pour une semaine, ou pour un mois. Et à ce moment-là, on aura des autorisations d'évoluer dans des zones qui sont réservées que donc, à ceux qui ont payé. Sinon, vous pouvez mouiller sans avoir payé l'autorisation, mais je crois qu'il faut être au-delà des 300 mètres de la côte. Voilà. Bon, après, moi, je n'ai jamais vu de contrôle. Trop. Il y a une tolérance quand même en général. Mais s'il y a bien un endroit pour moi, pour les amateurs de snorkeling et d'endroits sauvages et évidemment inaccessibles autrement que par la mer, c'est ici donc l'île de Boudelli avec la passe de l'homme mort. Ici, alors si on est avec un catamaran, on peut passer parce que je crois qu'il n'y a que 1,50 m de tirant d'eau, 1,50 m. Avec un tirant d'eau de 2 mètres, je crois que ça ne passe plus, ou alors c'est vraiment chaud. Donc, avec un monocoque, on ne va pas pouvoir faire la passe de l'homme mort, ou alors il va vraiment falloir y aller délicatement. Mais on peut mouiller donc ici, d'un côté, ou alors on peut venir de l'autre côté. À ce moment-là, on accède, on fait le tour de l'île, on fait le tour, on vient par ici, et on peut mouiller donc ici.
Et là, ensuite, on a toute une zone superbe en termes au niveau faune et flore. En annexe, on peut prendre le masque, les palmes, le tuba, et là, vous allez passer des instants incroyables à nager dans toute cette zone-là, là, ici. Snorkeling de folie. Et puis, le soir, après, on peut aller on prend sa petite glacière, son annexe, et puis on peut aller se faire l'apéro sur la plage ici. Très, très sympa. Voilà. C'est un endroit. Ah, on a perdu Nicolas. Peut-être. Tu voulais intervenir, FX? Pas spécialement, mais je l'entends plus. Je ne sais pas si c'est que moi. Non, non, idem. Non, il faut savoir que Nicolas est en direct de son bateau, donc la connexion peut être un petit peu capricieuse. Donc voilà. Est-ce que je peux faire une petite remarque sur une question qui a été posée sur le chat? Vas-y, vas-y. La pêche du thon pendant la traversée, il dit qu'elle est interdite. En fait, il faut demander l'autorisation, en théorie, si on pêche spécifiquement le thon. Si juste on a une ligne de traîne, en fait, on a le droit de pêcher thon blanc ou une bonite. Par contre, le thon rouge reste strictement interdit. Si on pêche un thon rouge, on est censé même pas l'embarquer, on est censé le décrocher dans l'eau, ce qui peut être un peu sport. Voilà, je me suis renseigné auprès de mon collègue Simon de la pêche en mer. On a retrouvé Nicolas. Ouais. Oui, ça y est, je suis revenu. Ça a coupé, excusez-moi. Oui, le thon rouge, je crois que c'est minimum 20 kilos. Hein. Il faut, en dessous de 20 kilos, on ne peut pas, je crois. Ouais, c'est quand même ultra protégé le thon rouge. Bon, moi, je ne m'y inscrirais pas. Bon, merci. Est-ce qu'on est bon sur l'itinéraire sud, Nicolas? Oui. Ouais. Allô? Oui, on t'entend très bien. Ouais. Oui, l'itinéraire sud, très bien. Donc après, toujours pareil, hein, méfiez-vous des vents d'ouest qui se lèvent et après, passez les bouches de Bonifacio avec le vent contre soi et le courant, parce qu'il y a quand même en général du courant qui peut aller jusqu'à 2-3 nœuds. C'est compliqué, ça peut être compliqué. Donc, il faut bien regarder sa météo et anticiper. Et il faut passer avant que ça vienne ou après que ce soit passé. Voilà. C'est la seule contrainte du lieu. Ok. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Est-ce qu'on fait un temps de questions-réponses? Parce qu'on a quand même bien dépassé le timing, là, il est 18h30. Oh là là, ouais. On a doublé le temps du webinaire. Et c'était passionnant, hein. Merci, Nicolas. Et c'était à la fois, je pense, très complet et en même temps assez précis sur chaque partie du littoral. Donc, c'est top. Est-ce qu'il y a des questions, Marine, ou des sujets peut-être sur lesquels il faudrait revenir? J'ai plus ou moins répondu pendant le webinaire. Il y a juste une personne qui demande si on va parler du nord de la Sardaigne. On en a un petit peu parlé là, et puis on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Peut-être qu'on pourra faire un webinaire sur la Sardaigne. Ça vaudra peut-être le coup pour un prochain rendez-vous. Je pense qu'on a... J'ai vu quelqu'un qui demandait s'il y avait du gasoil à Girolate. Je ne pense pas. Non. Girolate, il y a une petite épicerie qui dépanne, on va dire, un peu avec du pain frais, des croissants, des petites conserves, des choses comme ça, mais on ne pourra pas. On laisse même pas ces déchets en fait là-bas parce que les pauvres ils ont du mal à évacuer les déchets. Enfin, c'est très très bien organisé, hein. Il y a un tri sélectif, mais ils évacuent les déchets par bateau. D'accord. Ouais. Alors, je rappelle juste suite à une question. Donc, oui, il y aura le webinaire, il y aura un replay du webinaire qui sera sur nos réseaux sociaux avant la fin de semaine, donc sur notre page YouTube et sur notre page Facebook également. Donc voilà, c'est Globe Sailor à chaque fois, donc vous nous trouverez facilement. Et sinon, il vous sera envoyé par mail également avant la fin de semaine. Voilà. Et juste pour terminer, on n'a pas parlé de l'histoire du Covid, mais c'est vrai que quand on arrive en Corse, il faut penser là-bas, ils ont mis en place donc on va dire un protocole pour ceux qui viennent depuis l'extérieur, hein, donc du continent, comme si on était arrivé depuis l'étranger en fait. Hein. Et, test PCR donc il faut 72 heures. Voilà, test PCR de 72 heures, donc obligatoire. Ou alors, sinon, il faut montrer son vaccin hein, qui est à jour depuis 14 jours, la deuxième injection. Et on fait la déclaration avec une attestation sur l'honneur dans la capitainerie, etc. On a vu
ce dont on a parlé tout à l'heure, peut-être on n'était pas là, c'est en avion, quand vous arrivez en avion, c'est très strict. Quand vous arrivez en bateau, c'est un peu plus vague. On avait Damien tout à l'heure qui est arrivé en bateau la semaine dernière, personne ne lui a rien demandé. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dans les règles. Et par contre, au retour, pas besoin de faire de test PCR. Il y a des pays où, quand vous rentrez dans votre pays, il faut refaire un test. Là, pas besoin de faire de test quand vous retournez sur le continent, bien sûr. Et alors, moi, j'étais en Corse là. En Corse, le masque et les conditions sanitaires, c'est quand même très différent de ce qu'on peut avoir dans les grandes villes en France. Très rares sont les gens qui mettent le masque, hein. C'est quand même assez à la cool, j'ai l'impression. Voilà. Ou alors avec un bon fromage corse, là, peut-être qu'on est immunisé. Je sais pas. Quelqu'un demandait si Cavaglio était autorisé dans le sud. Cavallo, oui. Alors, c'est une île qui est privée, mais qui est autorisée pour ceux qui veulent y aller. Par contre, il faut les appeler. Ils ne font pas partie du dispositif Résaport, etc. Mais oui, on peut tout à fait envisager. Alors, c'est une île, on l'appelle l'île des milliardaires, hein. Donc, il y a quelques places d'accueil, je sais. Moi, j'y suis jamais allé, en fait, parce que, je sais pas, j'ai jamais osé aller dans ce monde-là. Mais j'ai des amis, des collègues qui l'ont fait, et oui, je sais que c'est faisable. Ok. Bah, merci à tous. Merci Nicolas pour cette présentation très complète, très claire de la Corse. C'était très intéressant. FX, tu veux dire un dernier mot sur Voilemag et le dernier numéro à apparaître? On en a parlé au début. Ce qu'on voit là à l'écran, c'est que nous, il se trouve qu'on a un spécial Corse qui arrive, là, qui sera en kiosque le 13 juillet, où pas mal des thèmes abordés par Nicolas, qu'on a consulté d'ailleurs pour le faire, sont abordés. Donc ça peut être un complément sympathique sur papier ou d'ailleurs ou alors en appli. Ça existe aussi. De tout ce qui vient de se dire là et de ce webinaire, pour lequel je remercie Globseller de nous avoir fait signe, et merci à vous tous de nous avoir suivis. Ouais, écoute, merci FX, merci Nicolas et merci Marine, merci à tous les participants. Et donc à bientôt sur Globseller si vous souhaitez louer un bateau. La Corse cet été, là, c'est très complet, mais peut-être pour l'automne si vous avez des vacances à l'automne. Et replay de ce webinaire et de bien d'autres webinaires sur notre chaîne YouTube. Merci à tous, à très bientôt et bel été et belle navigation et soyez prudents. Et voilà, on vous embrasse, à bientôt. Merci beaucoup. Allez, au plaisir, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.